à Michaela Merck, qui est venue nous donner, disons, des éclaircissements sur les coulisses du luxe à la française, en France et en général, mais surtout en France. Et lors de la Fashion Week, il y en a qui viennent donc des défilés, je crois que c'est très intéressant. Michaela vit et travaille à Paris, elle est patronne de sa propre entreprise, qui est une boîte de consulting, de conseil. Elle est auteure d'un livre, au moins un, sinon plusieurs. Et elle est professeure aussi dans des universités en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Elle a travaillé pour L'Oréal, Estée Lauder, Compagnie, Lacoste et Marionneau, pour citer quelques marques bien connues. Et elle est considérée comme être parmi les 100 meilleurs coachs dans cette branche. Donc, et elle est là aujourd'hui pour nous parler en fait de ces petites mains dont parlent des fois des couturiers, dont parlent les CEO que nous interviewons et que nous interviewons peut-être rarement, mais c'est un travail qu'elle a fait et elle a trouvé des particularités dans l'industrie du luxe en général, mais surtout en France. Et c'est ça qui nous intéresse puisque nous sommes correspondants en France. Voilà, merci beaucoup Martine. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous là dans ce fin de journée pour partager un sujet qui me suit depuis plusieurs années, si je veux même dire depuis toute ma carrière professionnelle. Parce que ce que j'ai écrit finalement dans ce livre, c'est un résumé de beaucoup de choses qui m'ont stimulée pendant déjà tout le travail en entreprise, que ce soit côté retail ou que ce soit côté marque de luxe, mais aussi après en tant que consultant, doctorant et finalement auteur. Et en fait ce thème, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est regarder derrière les coulisses des marques de luxe et de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, notamment pas uniquement au niveau du top management, mais comme Martine disait, vraiment en bas de l'échelle, ceux qui finalement réalisent le chiffre d'affaires des marques, mais qui sont souvent pas forcément valorisés, voire pas, même presque pas regardés, considérés. Et j'ai eu l'occasion de manager des très grandes équipes de vente, chez Marionneau par exemple, jusqu'à 1000 personnes, coordonner 1000 vendeurs multimarques. Chez Estée Lauder, j'avais une équipe d'une centaine de personnes en direct, monomarque. Et à chaque fois, j'étais en tant que dirigeant en contact direct avec ces vendeurs et je me suis dit, c'est quand même incroyable, c'est des gens formidables, c'est des gens extrêmement talentueux, c'est des gens qui ont tellement de choses à apporter à une marque, mais on les regarde peu, on investit très peu pour eux. Et le focus en fait que je souhaitais donner, c'est de regarder comment est-ce qu'il faut faire pour transformer un vendeur en un ambassadeur de marque. Donc j'essaie de les rehausser par ce terme ambassadeur de marque, parce que en fait c'est un terme qui, j'ai l'impression depuis le début de l'année, devient dans l'industrie de luxe presque un terme un peu à la mode. Beaucoup l'utilisent, je l'ai entendu chez Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, ils commencent à utiliser ce terme ambassadeur de marque, c'est assez récent. Mais j'ai l'impression que peu se posent vraiment la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment dans une industrie, pour une marque, pour une maison de luxe? Et donc j'ai essayé de creuser déjà qu'est-ce que c'est un ambassadeur, quelles sont les caractéristiques et qu'est-ce que je peux faire pour les retenir encore plus à ma marque. Et peut-être pour ouvrir tout ça, je vous montre un tout petit peu une vidéo. Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance de cette population des vendeurs.
entreprise de luxe. En fait, souvent je l'utilise un peu comme un teaser au démarrage pour introduire sur cette problématique du vendeur et surtout comment est-ce que je peux le retenir dans un environnement où justement les vendeurs changent. Et ça m'a frappé quand j'ai travaillé, par exemple, en coordination pour les 1000 vendeurs chez Marionneau, où j'étais en contact avec toutes les marques de luxe en fait, dans le segment de la beauté. À quel point les marques avaient du mal à retenir les vendeurs qui travaillaient par exemple chez Dior ou pour Yves Saint Laurent ou pour Chanel, pour les retenir et changer. Il y avait une rotation phénoménale. Et les meilleurs vendeurs, ils n'arrivaient pas à les garder. Et juste pour vous demander, qu'est-ce que vous pensez que ça coûte si un bon vendeur part, si une marque perd un bon vendeur, exprimé en mois de salaire, combien de mois de salaire ça peut représenter si une marque perd un bon vendeur dans son équipe? Mais ils doivent signer une clause d'exclusivité quand c'est un vendeur qui gère plusieurs vendeurs. Alors, pas toujours. Pas toujours. À ce niveau-là, parce que ce ne sont pas des cadres. Oui. Les clauses de concurrence existent chez les cadres, mais les vendeurs justement très rarement. Donc du coup, ça dépend de la marque. C'est-à-dire, il faut dire, ils ne sont pas très bien payés non plus, non? et ils ne sont pas bien payés. C'est pour ça qu'ils Ils partent au changent plus aussi. offrant. On va voir, on va voir. Ils partent au plus offrant, c'est tout. Oui, ça Il y a dépend. les débauchés, et voilà. Ça dépend aussi de la maison, Oui. ça dépend des chiffres d'affaires qu'ils réalisent de la maison. Oui. Et après, je ne sais pas si, en base des chiffres d'affaires, les vendeurs, ils sont payés. Conformément, peut-être qu'il y a des marques qui donnent aussi des primes. Oui, en fait, la rémunération d'un vendeur, c'est quelque chose de très très complexe. Parce qu'il y a des primes, il y a un salaire fixe, il y a après il y a des incentives qui sont rajoutés. Et ça dépend après du niveau effectivement dans la vente. Mais là, quand je parle vendeur, c'est tous les niveaux. Hein. C'est vraiment celui qui n'a aucune responsabilité managériale, jusqu'à celui qui est le store manager et qui a parfois une équipe dans le flagship store Louis Vuitton, aux Champs-Élysées, ça peut aller jusqu'à 200-300 personnes. Oui, c'est des très Et gros équipes. et le salaire, ça va d'où à où? Ça varie, mais on va dire ça commence en dessous du SMIC. Et après, ça monte, ça peut monter, mais c'est pas très haut. Hein. C'est en dessous ou au-dessus? Non, ça démarre à peu près au niveau du SMIC. Voilà. C'est salaire fixe ou Fixe. c'est le pourcentage de... Fixe. Après, il y a effectivement des variations dans les entreprises qui ont parfois une politique plus de salaire fixe et moins de variables. D'autres disent non, je vais avoir un fixe faible parce que ça coûte moins cher et après je paye une variable quand il réalise plus de chiffre d'affaires. Et en fait, j'ai monté pour cette enquête du livre justement un système de rémunération qui me paraissait plus idéal que ce qui est pratiqué aujourd'hui. Pour savoir comment est-ce que les marques de luxe devraient les rémunérer dans un monde idéal. On va arriver à ça plus tard. Juste encore pour revenir sur ma question, combien vous pensez ça coûte si une marque perd un bon vendeur? Exprimé en mois de salaire. Combien de mois de salaire est-ce que il faudrait payer pour compenser le fait que le vendeur est parti? Oui, mais ils vont embaucher un autre vendeur. En mois de salaire. 3 mois de salaire? Un an? Si c'est un an. Alors ça représente entre 1,5 à 2 années de salaire, ce qui est énorme. Alors pourquoi c'est si important? C'est parce que d'abord, déjà les marques de luxe, ils investissent quand même beaucoup d'argent pour les former. Parce que c'est important qu'ils intègrent les valeurs de la marque, les produits, les techniques de vente, tout, l'histoire, enfin, tout ce qui fait partie du savoir-faire d'une marque de luxe. Et surtout dans le luxe, c'est encore beaucoup plus complexe. Oui, mais vous parlez d'un vendeur qui a 6 mois de métier ou d'un vendeur qui a 5 ans de métier? Alors, quelqu'un qui est un bon vendeur ou qui s'est déjà établi, pas quelqu'un qui est au démarrage, donc quelqu'un qui a commencé déjà, fait ses preuves, alors, on va dire auprès de 2 années? Quand même 2-3 années. 2-3 années, oui, minimum, parce que c'est là où on commence à... Une question, mais vous parlez d'un vendeur d'une boutique de luxe. C'est un vendeur dans une boutique Dans une boutique de marque premium ou luxe. Parce que là, il y a quand même une échelle assez, on va dire, variable. À partir de quand est-ce qu'on parle luxe, haut de luxe, premium. Mais ce sont en fait toutes les marques où le vendeur joue un rôle important
en face du client, Oui, parce tout que à lui, fait. il est le médiateur entre la marque et le produit qu'il va vendre auprès Oui, du mais il y client. a un truc qui m'échappe. Bon, je prends les choses un peu en route parce que bon, je suis désolée, je suis venue un peu en retard. Mais vous parlez peut-être d'un vendeur. Un vendeur, il est toujours remplaçable. Il est remplaçable par un autre très bon vendeur qui vient d'une autre marque, éventuellement. Il est remplaçable. En revanche, et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer pourquoi ça coûte tellement cher pour une marque. Parce que prenons un vendeur qui va partir, qui travaille pour Dior. Oui. Prenons Dior. Demain, la maison Yves Saint Laurent décide de le débaucher. Oui. Donc le vendeur Dior part chez Yves Saint Laurent. Alors la toute première chose que Yves Saint Laurent va demander, c'est quoi vos best practices? Comment est-ce qu'ils objectivisent, ils incentivisent là-bas? Qu'est-ce qui marche pas? Donc il va intégrer toutes les informations que le vendeur avait appris chez Dior, quand même une belle maison qui fonctionne plutôt pas mal, et va transférer tout ce savoir-faire important chez la concurrence directe. Donc ça c'est un point. Deuxième point, c'est très très coûteux, justement ce que je disais sur la formation. Tout le processus de formation d'un vendeur, donc celui qui va finalement être pris par Yves Saint Laurent, et Yves Saint Laurent va bénéficier de toute la formation que Dior leur a donnée. C'est quand même très embêtant, à part le fait qu'il va leur fournir tous ces insights et tout le savoir-faire. Troisième chose, et ça c'est encore plus embêtant, c'est que les bons vendeurs, notamment des maisons de luxe, il y a une fidélité énorme, notamment en France. Il y a des études qui montrent que les clients sont plus attachés en fait à une personne qu'à une marque, à un produit. Donc le côté attachement humain est extrêmement fort. Donc du coup, tout le pool des clients fidèles que ce fameux vendeur qui était pêché par Yves Saint Laurent, tous ces clients ils vont migrer avec lui très probablement dans la nouvelle boutique Yves Saint Laurent parce que voilà, c'est un feeling personnel. Donc voilà, ils perdent des très bons vendeurs et dans le luxe normalement on a des clients qui sont quand même des clients aisés, qui ont un certain pouvoir d'achat. Troisième chose très embêtante. Et quatrième chose encore, très très difficile. Aujourd'hui, et ça, tous les managers des maisons de luxe me l'ont confirmé, qu'est-ce que c'est difficile de trouver un bon vendeur. Donc de recruter quelqu'un qui va le remplacer, celui qui est parti, qu'est-ce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui est équivalent. Notamment qui a la capacité de devenir un ambassadeur de marque, donc quelqu'un qui reflète toute cette aura de la marque. Donc tout ça fait, si on cumule le coût formation, le coût d'un portefeuille de clients, parce que les clients fidèles, ça se mesure aussi, ça fait partie de brand equity, de l'equity de la marque. Tout ça, ça fait qu'au final, on arrive à peu près, évidemment, il y a des variations par rapport à l'ancienneté, etc., 1,5 à 2 années de salaire. Bref, pour dire, il faut vraiment tout faire pour les garder. C'est très très embêtant de perdre un bon élément dans l'équipe. Mais je m'excuse. Quelqu'un qui va acheter Gucci, moi vous ne me ferez jamais aller acheter Chanel, vous ne me ferez jamais aller acheter Louis Vuitton. Alors, que le vendeur soit là ou pas là, bon, vous me direz qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont pas de personnalité, c'est vrai. Mais je ne vois pas quelqu'un qui achète Chanel, son vendeur quitte Chanel et qui va aller acheter Saint-Laurent. Ça, je ne peux pas croire à ça. Alors, évidemment, on ne peut pas généraliser. Oui. Mais en tout cas, parmi les vendeurs, et j'ai interviewé jusqu'à 600 vendeurs Oui. de luxe, impressionnant. Au bout de... Donc ces interviews, ça s'est fait pendant à peu près 4 ans. Ensuite, pour le lancement de livres, c'était là en avril 2014, je voulais inviter beaucoup de vendeurs que j'ai interviewés. Et là, j'ai vu qu'à peu près 2 tiers des vendeurs ont changé la marque. Donc j'ai creusé et j'ai trouvé, justement, je pensais à une excellente vendeuse, notamment une directrice de boutique, son est avec elle. Les clients sont partis avec elle dans la nouvelle boutique. Elle travaille aujourd'hui, je ne vais pas dire des bêtises, une autre maison de luxe. Donc, et les clients, en fait, parce que j'ai aussi interviewé des clients, qu'est-ce qui est important pour vous? Ils disaient, on s'attache à une personne. Il y a même, ça va très loin, que les clients reviennent
pour notamment des maisons qui ont des produits très fidélisants. Par exemple, la haute joaillerie, les montres, qui accompagnent en fait une personne, les bagues de fiançailles, de mariage, les cadeaux pour les enfants, etc. Et au-delà du produit, c'est la personne qui m'a conseillé, à qui j'ai confié toute ma vie. Toute ma vie. Donc c'est une relation tellement personnelle que je vais préférer la personne au-delà de la marque. Donc de là, la motivation d'aller me jeter d'abord dans une aventure vraiment folle et de réaliser d'abord une thèse doctorale sur ce sujet-là. C'était dans l'école doctorale de Paris, c'est le jumelage entre Sorbonne et HEC, où j'ai posé la question qu'est-ce qu'il faut faire pour une marque, notamment une marque Primorolux, pour attacher les vendeurs plus à leur marque et créer des relations beaucoup plus fortes entre ces deux. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui sur le client qui a une relation forte avec sa marque. Donc tout ce qui est la fidélité du client à la marque. Là, il y a plein de choses. Et moi, je me suis dit, non, avant le client, il y a le vendeur. C'est celui qui a quand même un peu le pouvoir, finalement, sur qu'est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'il propose à mon client final. Et si le vendeur n'est pas bon, bah, le client ne va pas acheter. Ou il va acheter à la concurrence. Ou il ne va pas se sentir à la maison, il ne va pas se sentir bien. Et quand j'ai défendu en 2012 cette thèse, 400 pages, je me suis dit, bon, bah, c'est un travail fantastique côté résultat, mais illisible pour quelqu'un qui ne vient pas du monde académique, de la recherche. C'est très, très difficile à digérer, on va dire. Donc du coup, j'ai transposé tous ces insights, tous les learnings, tout ce que j'ai pu apprendre dans cette recherche assez assidue en parallèle de mon entreprise. Hein. J'ai fait ça vraiment en parallèle du conseil auprès des marques de luxe, plus ensuite la recherche, dans ce livre qui est finalement avec un autre langage. Donc j'ai dû transcrire ça avec beaucoup d'images humoristiques dessinées par un dessinateur fabuleux, Albert, qui a capté tous les scénarios que les vendeurs m'ont racontés de leur vie quotidienne auprès des marques de luxe, comment ils se sentent aujourd'hui. Après, il y a des modèles, des modèles managériales pour bien comprendre en fait les analyses que j'ai pu mener. Après, il y a aussi des checklists, vraiment des to-do lists pour les managers pour leur dire voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement mieux manager vos équipes et surtout pour que les vendeurs sont plus proches du client final. Et dernièrement, ce que je trouvais très intéressant, c'est d'intégrer jusqu'à 200 citations. Donc des citations des managers et des vendeurs que j'ai pu interviewer de 50 maisons de luxe. Donc juste pour vous donner un exemple, donc c'était plus de 600 personnes, managers et vendeurs, de 50 marques de luxe. C'était voilà, quelques marques que j'ai pu rencontrer. C'était vraiment les plus grandes maisons de luxe et c'était assez formidable à la fois des patrons, donc des patrons dirigeants des maisons de luxe, ont ouvert tous leurs secrets du management auprès de leurs équipes sans hésitation. C'était en moyenne une interview de 2-3 heures. Et même chose après avec les vendeurs. Et ça m'a permis de voir justement quelle est la différence, quelle est la vision entre la vision d'un manager et la vision d'un vendeur, qui n'est pas pareil. Et quand vous, en fait, ce livre a été donc publié en avril 2014, m'a fait beaucoup voyager déjà dans le monde entier, donc Asie, Moyen-Orient, en Europe. Et j'ai fait des interventions, des formations, des workshops dans les maisons de luxe comme LVMH, comme L'Oréal Luxe, comme Richemont, prochainement aussi Printemps. Et finalement, pour vraiment partager tous ces éclairages, parce que ce sont des vérités desquelles on a un peu parlé, presque comme un tabou. Et pour 2015, le livre sera aussi traduit en français parce qu'aujourd'hui il est édité donc en anglais auprès de la maison Penwave. Il
sera sorti en français à la radio. Alors, justement, quand je parlais des dessins ou des scénarios, comment les vendeurs se voient. Alors, ça, c'était une des situations qui caractérise le mieux comment les vendeurs se voient aujourd'hui au sein des grandes maisons de luxe. Alors, quand vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Hein? Les esclaves, Voilà, les les esclaves autres qui sont en rament. champagne sur Le Moyen-Âge, Voilà. pareil. C'est Oui. les esclaves, c'est le comité de direction qui est tout en haut. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de connexion, donc ils ne vont jamais aller les voir dans la cale. Mais c'est eux qui font quand même avancer le bateau. Et cette scène, comme parmi d'autres, c'est vraiment la scène qui était le plus citée des vendeurs. Et je me suis dit, je vous lis une citation, parce que ça vous révèle très bien comment les vendeurs, et même les meilleurs vendeurs de la place Vendôme, je vois. Là, j'ai choisi en fait une citation du meilleur vendeur de la place Vendôme qui réalise à peu près par jour 60 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est en joaillerie. Voilà. Ah bah, c'est pas difficile. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais il y a plein d'autres qui disent exactement la même chose, juste avec d'autres mots. Beaucoup de maisons de luxe sont devenues des paquebots à 300 mètres, où ne voyez pas le capitaine pendant 1 mois, 2 mois, 1 an de navigation. C'est tellement grand. Le pacha, là-haut, et vous êtes dans la cale, dans le sous-sol. Vous n'avez pas le droit de monter en haut. Il y a tous ces interdits. Eux se focalisent à bien entretenir les gens qui sont en bas du bateau, nous les vendeurs, qui donnent de l'énergie au moteur pour avancer. Nous sommes souvent délaissés parce que nous sommes au fond de la cale et ils ignorent l'importance. Pourtant, nous sommes le trait d'union entre le produit et le client. Peut-être les dirigeants se disent que le nom d'une maison est tellement connu que le personnel est là et ne sert pas à grand-chose, car le produit peut se vendre tout seul. Donc ça, c'est une des réalités, comment les vendeurs se voient dans les maisons de luxe. Et c'est d'autant plus surprenant que justement ce vendeur, c'est vraiment ce trait d'union entre la marque et le client. C'est en fait pour lui un acte de balance en permanence. Aussi quelque chose que j'ai pu constater en rencontrant tous ces vendeurs. Ils m'ont dit, en fait, on ne sait jamais vers où s'orienter en fait. Est-ce qu'on est plus du côté marque? Est-ce qu'on est plus du côté des clients? Il y a des dangers. Il y a un danger en fait de tomber d'un côté du côté marque et s'identifier avec la marque. Et là, c'était très intéressant. Il y a plusieurs clients qui m'ont dit, en fait, nous, quand on rentre dans une boutique de luxe, on a parfois l'impression de rencontrer le créateur nous-mêmes. Pourtant, c'est le directeur de la boutique. Type, si je rentre dans une boutique Prada, j'ai l'impression de rencontrer Mujja Prada elle-même. Parce que le directeur de la boutique se comporte comme elle. Mais les clients me disent, on ne veut pas ça. On ne veut pas que le directeur de la boutique soit identique du créateur. Parce que le créateur, c'est celui qui imagine tout ça. C'est quelqu'un qui a d'immenses talents. En revanche, le vendeur, il a des capacités pour nous vendre des produits avec une excellence, avec une perfection, avec une énorme capacité de maîtriser les textiles, les fabriques, les coupes, les tendances. Mais voilà, il ne faut pas mélanger les deux. Et il y a un autre danger qui tombe de l'autre côté client. Et là, encore autre chose que les clients me racontaient, ils m'ont dit, vous savez, souvent, il y a des vendeurs qui nous argumentent avec des produits comme « Oui, moi je le porte aussi, ça vous va très bien, moi je l'ai aussi essayé, donc je l'adore. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans une boutique de luxe, mais très souvent, les clients m'ont dit « Mais non, mais j'ai pas envie de porter quelque chose que le vendeur porte aussi. » Et en fait, comment est-ce qu'il l'analyse? Il l'analyse comme le vendeur ne maîtrise pas son produit. Il est mal formé,
Donc du coup, il sort n'importe quoi comme argument qui n'est pas du tout en lien avec son expertise, pas du tout en lien avec la marque, mais c'est juste, il dit voilà, ça vous va très bien parce que moi ça va très bien. Ridicule, ouais. Alors, très intéressant aussi, c'est de savoir qui ou quel manager était le plus cité de la part des vendeurs, un peu comme leur gourou du luxe, un peu comme voilà, celui qui les a inspirés sur ce que c'est les vraies valeurs de luxe. Et le monsieur qui était le plus cité, c'était Alain-Dominique Perrin, c'est l'ancien patron de groupe Richemont, qui a aussi managé Cartier International et qui a créé la Fondation Cartier. Il a créé plusieurs écoles, entre autres Sud de Luxe. Et donc, comme il était tellement mentionné, je me suis dit, tiens, il faut que je le rencontre. Donc, du coup, j'ai appelé. Quand il a appris sur quel sujet je travaille sur les vendeurs, il m'a tout de suite reçu. Il m'a reçu à la Fondation Cartier. On a passé tout un après-midi ensemble, c'était fabuleux. Et là, j'ai compris en fait pourquoi ce monsieur était le plus cité parmi tous les vendeurs. Pas très difficile, c'est quelqu'un qui venait du terrain, qui a fait leur métier, qui savait de quoi ça parle. En fait, si un vendeur émaille bien, performant ou pas performant, il savait, comme c'était un ancien vendeur à l'époque, il y a longtemps, ce qu'il peut exiger ou pas. Où est-ce qu'il y a la limite de ce qui est possible. Parce qu'il disait aussi, il y a beaucoup de vendeurs aussi qui mentent, qui disent c'est pas gérable, c'est pas faisable. Il leur dit non, c'est faisable. Et donc du coup, il était quelqu'un qui était très réaliste, pouvait quand même avec dureté, mais clarté, leur dire exactement où il y a le barème entre l'exigence, l'excellence, le perfectionnisme et la réalité. Et encore, en tant que patron, par exemple, de Cartier International, il descendait sur le terrain, il vendait. Même là. Et je me souviens, quand moi j'étais patronne d'Estée Lauder en Allemagne, souvent les actionnaires me disaient « Michaela, vous descendez trop souvent sur le terrain, vous êtes trop proche des vendeurs. » Et moi je me suis dit non, on ne peut pas être suffisamment proche des vendeurs parce que même en tant que patron, on est modèle en fait pour eux. On doit leur montrer quel rôle on joue, que nous on croit aussi en notre marque et ça se passe sur le terrain. Et après tout ça, ça monte. Et c'est très rarement fait. Et j'ai rencontré très peu de managers d'ailleurs qui passent aujourd'hui du temps sur le terrain. Alors, oui, j'avais envie quand même de vous lire quelque chose que je trouve absolument magnifique. En fait, il a accepté d'écrire la préface du livre. Et il m'a fourni cette préface au bout d'une semaine. Quand je l'avais demandé, il était tout de suite d'accord de la faire. Et je vous lis un extrait parce qu'il est tellement bel et tellement vrai qu'il montre un petit peu sur le rôle, on va dire, idéal d'un manager en face d'un vendeur. Le lien entre la marque et ses vendeurs, c'est un lien de sang. Le management doit humaniser la marque à point d'en faire un être cher au cœur du vendeur. La marque doit générer une fierté d'appartenance et une passion pour espérer poursuivre le chemin de la conquête et du succès. L'équipe de vente est comme une équipe de rugby. Lui, c'est un ancien joueur de rugby. Compacte et solidaire, éprise de stratégie et de victoire, préparée en permanence aux défis de combat. Aucune marque ne subsiste ni se développe sans une force de vente forte et combattante. Donc vous sentez l'esprit du combat. Bien sûr, la qualité du produit est essentielle et maintient la motivation et la fierté des vendeurs et des revendeurs. Mais le challenge doit être maintenu en permanence. La routine est l'ennemi de la vente et par conséquent l'ennemi de la marque. Il faut veiller à ne jamais la laisser s'installer. Et là, quelque chose que j'adore, l'équipe de vente est le poumon de la marque. Le marketing et la finance en sont le cœur et le cerveau. Sans air et sans respiration, le cœur et le cerveau s'arrêtent et la marque meurt. Alors, Alain-Dominique Perrin. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de vérité dans cette préface. Alors, évidemment, dans tous ces interviews et rencontres avec les vendeurs, il y a beaucoup de statistiques qui sont sorties. Je voulais juste vous montrer une.
sur la question que j'ai posée aux vendeurs, à tous les vendeurs. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous motive en fait d'aller au travail tous les jours, parce qu'ils sont quand même dans la boutique de 10h le matin, parfois jusqu'à 22h le soir. C'est des longues journées, doivent toujours être souriants, toujours être au service. C'est pas facile, vraiment pas facile d'être debout tout le temps, jamais assis. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce que vous pensez en fait? C'est de l'argent. Besoin de travailler, oui. Oui. D'autres choses? Ça dépend s'ils travaillent vraiment dans une boutique de luxe, c'est déjà prestige de travailler dedans. Donc, Mais même quand je suis dans une boutique de luxe, donc j'ai toujours une équipe, j'ai toujours plusieurs personnes en fait avec lesquelles je travaille, et il y a toujours des managers que je rencontre. Et en fait, là, par exemple, sur cette question, vous allez voir la grosse différence entre ce que pensent les managers, parce que les managers, ils ont donné la réponse comme vous. Les vendeurs, non. Qu'est-ce qu'ils disent? 67% des vendeurs individuels. Moi, ce qui me motive d'aller au travail tous les jours, tous les matins, jusqu'à tard le soir, c'est d'avoir un esprit d'équipe positif. et c'est les vendeurs qui disent ça. Ah, c'est les vendeurs. C'est les vendeurs. C'est les vendeurs. Ils disent, en fait, pour ne pas avoir cette boule dans le ventre qui me chagrine, parce que si j'ai quelqu'un dans l'équipe ou un manager qui est mauvais, j'ai pas envie de travailler. Même si c'est la plus belle marque au monde. Et là aussi, j'ai plein de citations, des marques qui sont magnifiques, mais où les vendeurs disaient, j'ai un manager immonde. Ou j'ai un collègue qui me snob tellement que je peux pas travailler, c'est horrible. Et une seule personne, ça suffit. Donc par contre, les équipes où on sentait que c'est des gens qui s'entendent bien, il y a une vraie synergie, il y a un vrai plaisir, c'était une stimulation extraordinaire. Deuxième point après, c'est une offre attractive, innovante, donc l'innovation quand même c'est très important aussi, qu'il y a des collections qui se renouvellent, qu'il y a toujours du nouveau, ça les stimule. Après, d'apporter du service aux consommateurs, parce que c'est un peu leur métier de servir le client, d'adorer d'être au service au client. Donc ça c'est un peu le troisième point après, il y a le challenge, etc. aussi, mais là ce qui m'a vraiment étonnée, c'est ça. 5% uniquement disaient, moi ce qui me motive, c'est de travailler pour mon argent, pour le salaire. Et je creusais plus cette question-là, parce que je me suis dit ça me paraît quand même bizarre. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, Michaela, en fait, pour nous, l'argent, c'est un peu la base. On attend d'être payé pour travailler. Si on n'a pas payé, on ne travaille pas. C'est quelque chose qu'on attend d'une marque. Si le salaire est tellement misérable, mais tellement inacceptable, on ne choisit pas cette marque. Si on a vraiment, on sait qu'on est exploité, on ne choisit pas cette marque. En revanche, c'est quelque chose qui est la base. Et si quelqu'un paye plus, dans ce cas-là, on change sous condition que la marque n'a pas réussi à installer ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est un esprit d'équipe positif. C'est-à-dire de trouver ça, de se sentir bien dans une équipe, d'avoir un bon manager qui est un vrai modèle, vraiment charismatique. On n'est pas sûr de le retrouver dans une autre marque. C'est tellement plus compliqué à obtenir. Donc quelqu'un qui se sent bien va vraiment réfléchir 5 fois avant de changer. Même si le salaire est meilleur, s'il est bien dans son équipe, il ne va même pas penser de changer parce qu'il dit je suis bien, pourquoi est-ce que je devrais changer? J'adore la marque pour laquelle je travaille, c'est pour ça que je l'ai choisie parce qu'il y a quand même des valeurs communes. Mais après, dans l'équipe et dans la boutique où je suis bien. Donc du coup, le salaire joue un rôle beaucoup moins important pour justement retenir des vendeurs. Et des marques qui ont tout construit autour de l'argent, ils vont les perdre. Par exemple en Chine, les vendeurs ils changent énormément. Parce qu'aujourd'hui, très volatile. Et une des raisons, c'est que je suis en train de mener beaucoup d'enquêtes en ce moment en Chine à ce sujet-là. Mais une des raisons semble que les valeurs du management, exactement ce management que j'ai révélé là, beaucoup sur les émotions, n'est pas encore installé dans beaucoup de Chinois, beaucoup de boutiques en Chine. C'est vraiment basé sur l'argent, donc c'est pas du tout la solution. Au contraire, c'est comme ça c'est comme une spirale vertueuse en fait. Je perds les meilleures personnes. Et donc quand l'émotion semble tellement importante, je voulais savoir quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous êtes proche d'une marque.
Et là, ce qui était intéressant, il avait beaucoup d'émotions qui sont ressorties, beaucoup de mots qui, quand vous regardez, sont finalement des émotions qui sont primordiales aussi pour que les relations entre deux personnes, sont solides et fonctionnent. Dans un couple, en amitié, hein, il faut sentir une passion, il faut que les valeurs sont partagées, il faut se sentir valorisé, il faut sentir de la confiance. Et si certaines valeurs ne sont pas données, ça veut dire que je vais finalement rompre la relation avec la personne. Et donc j'ai essayé de trouver vraiment les émotions clés qui vont essayer de renforcer la relation entre les marques et vendeurs. Et de tous ces mots, finalement, il y a 5 émotions qui sont les plus importantes pour renforcer cette relation entre une marque et les équipes de vente. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi vrai pour toutes les autres équipes qui travaillent pour la marque. Et comme ce sont 5, je les rassemblés en anneaux olympiques. C'est la passion, la confiance, la fierté, l'identification et la reconnaissance. Et l'image des Jeux olympiques n'est pas pour rien, parce que je trouve que le métier de la vente et le sport, surtout à haut niveau, a beaucoup de choses en commun. Dans le sport, c'est de la performance, c'est du fair play, c'est l'esprit d'équipe, c'est toujours un entraîneur qui est aussi charismatique, sinon j'ai pas une bonne performance. C'est beaucoup de volonté pour gagner. Et finalement, on trouve beaucoup de parallèles entre le sport et le management. Alors, dans tous ces interviews, quelle est un peu la définition d'un ambassadeur de marque, hein, c'est un peu ce qu'on a regardé au début. Donc, il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est quelqu'un qui représente et qui vit les valeurs de la marque et qui les partage avec son environnement. Donc, il a envie de parler à ses amis, à ses clients, à sa famille, à tout le monde autour de lui. C'est quelqu'un qui est passionné par la marque, qui lui fait confiance, qui s'identifie avec elle, qui est aussi reconnu pour son expertise en cette marque. Donc ça représente ces 5 anneaux olympiques. Après, c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé, qui est engagé, qui est surtout loyal en face de cette marque. C'est pas quelque chose, c'est pas une profession, hein, c'est pas quelque chose qu'on est, on le devient. Donc en gros, il ne va pas partir, c'est ça l'objectif de l'ambassadeur. Et ce que j'ai fait en fait pour construire le livre, j'ai construit en fait en 3 étapes. La première étape, c'est comment est-ce que j'identifie en fait le potentiel d'un futur ambassadeur de marque. Donc là, on passe beaucoup par le recrutement, parce que ça démarre par ça. Pas tout le monde a la capacité de le devenir. Et c'est comme un peu l'image d'un feu. Si en bas, les bûches, c'est-à-dire les recruteurs, ne sont pas passionnés déjà par la marque, jamais je peux identifier les futurs ambassadeurs. Et là, il y a un gros problème. J'ai vu que les personnes qui recrutent, notamment les vendeurs dans les marques de luxe, ne connaissent pas le métier du vendeur. Ils n'ont jamais été sur le terrain. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc comment est-ce que je vais pouvoir identifier des futurs ambassadeurs si moi-même je ne connais pas le métier pour lequel je dois trouver quelqu'un? Donc la deuxième étape après, ce sont 18 stratégies de management qui sont basées sur les 5 anneaux pour montrer comment le manager et les vendeurs se rassemblent. Et j'ai choisi juste quelques-unes pour vous illustrer un tout petit peu cette approche. Par exemple, passer la flamme. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, quand ils commencent, il y a cette flamme qui est passée de main en main à travers beaucoup de personnes. Et dans la marque, c'est pareil, c'est la flamme qui démarre au niveau du créateur, qui imagine les valeurs de la marque, et qui passe ensuite au sein de son entreprise, cette flamme, ces valeurs de la marque, jusqu'à l'arrivée en dehors de la maison, qui sont les médias, c'est vous, c'est les journalistes. Donc si vous déjà vous n'êtes pas convaincu en fait d'une marque, vous n'avez pas envie d'écrire là-dessus, c'est je pense presque une évidence. Et le client final aussi. Donc c'est un long chemin quand même qu'une marque doit faire. Et moi-même, je l'ai expérimenté par exemple avec la marque Bobbi Brown. Quand j'ai managé cette marque en Allemagne, j'ai été formée aux États-Unis auprès de Bobbi Brown.
Et là, j'ai expérimenté, j'ai vécu cette flamme qui brûlait en elle et ses équipes là-bas pour ensuite la transporter vers l'Allemagne et la passer à mes équipes. Deuxième chose, pour la fierté, c'est une image qui est souvent véhiculée aussi des vendeurs, c'est ils se sentent comme des acteurs. Et ils sont fiers de montrer les produits qu'ils ont. Et là, je vous cite aussi un vendeur de la maison Repetto qui me disait, en fait, Repetto, c'est mon histoire. Même quand je vends un parfum ou un sac, je parle de la danse. Il y a un sac qui s'appelle Cabriole. Et dans mon rituel de vente, je montre le cabriole qui est un mouvement de ballet. En toute évidence, à ce moment-là, mes clients sont tellement surpris qu'ils vont de la réalité au rêve. À chaque fois, quand je reviens de la zone de stockage à la boutique, je sens que je vais sur scène à nouveau. Pour moi, la vente, c'est comme un théâtre avec un public en constante évolution. Et vous, le vendeur, vous êtes les principaux acteurs qui interagissent avec le public. Vous pouvez transmettre votre passion, plus le public jouera avec vous, va s'identifier avec votre marque et acheter à n'importe quel prix. Donc ce qui est important pour que les vendeurs se sentent fiers, c'est que les marques de luxe équipent aussi les vendeurs comme un acteur va être équipé avec son costume, avec la scène, avec un public, avec des paroles, avec un éclairage dans sa boutique. Après, l'identification, donc ça c'était aussi une des facettes, ça passe par le vendeur, il a besoin de se sentir complètement à l'aise dans l'espace où il travaille. Il a besoin de sentir qu'il est presque à la maison parce qu'il passe beaucoup plus de temps en fait dans sa boutique qu'à la maison. Et c'est pour ça qu'il y a en fait des choses assez flagrantes. Par exemple, je cite le printemps. Le printemps a été rénové il y a peu de temps. La coupole, tout était fait magnifique. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs vendeurs au printemps. Ils m'ont dit, alors c'est magnifique ce qui était fait, mais qu'est-ce qui était fait pour nous? Regardez derrière les coulisses, regardez là on change, là on mange, on n'a même pas de l'eau propre pour se laver les mains. Avec cette rénovation, la différence entre le backstage et le front stage, donc l'espace client et leur espace, est devenue encore plus flagrant parce que toute la rénovation a été faite à 100% dans le magasin et pas du tout derrière. Il a une seule marque en fait qui a fait beaucoup de choses aussi derrière backstage, c'est Louis Vuitton. Donc Louis Vuitton c'est la seule marque qui a aussi créé comme une beauté de boutique presque aussi belle pour les vendeurs derrière comme devant. Du coup, jalousie entre les vendeurs. Parce qu'il y a une différence et tout le monde savait que ceux qui travaillent pour Louis Vuitton, ils sont beaucoup mieux traités que les autres. Conséquence, beaucoup de vendeurs qui sont partis. Mais vous parlez de Louis Vuitton au printemps? Printemps. D'accord. Oui. Là, c'était un exemple au printemps. Ah oui. Voilà. Et après, un autre aspect, c'est la reconnaissance. Rien n'est mieux en fait pour un vendeur que d'avoir un client qui revient, par exemple avec un bouquet de fleurs ou avec des boîtes de chocolat et qui dit merci. La dernière fois, vous m'avez aidé à trouver la robe et la veste qui me vont tellement bien. Tous mes amis me félicitent pour ça. C'est génial. Merci. Merci pour votre aide, merci pour votre expertise. Et c'est ça la reconnaissance en fait pour un client qui est beaucoup plus important d'ailleurs que la reconnaissance de la part des managers ou des collègues. Et c'est pour ça que c'est important pour que les marques intègrent pas uniquement les produits, mais beaucoup de services autour, ce qui leur apporte cette reconnaissance. Et ce qui était intéressant, c'est que la tablette, donc le digital, peut être un outil qui augmente la reconnaissance des vendeurs. Et il y a une étude récente qui a été faite qui a testé en fait, des vendeurs qui portaient une tablette et des vendeurs qui n'avaient pas de tablette en main. Les clients disent « j'ai automatiquement plus de confiance en quelqu'un qui a une tablette parce que
j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est bien renseigné, qui est d'actualité, qui va connaître autant que moi. Parce que les clients aujourd'hui, 81% en fait, des clients dans le luxe se renseignent d'abord en ligne avant d'acheter en boutique. Donc ils sont Et pourquoi surinformés. il a besoin d'une tablette? Parce que sur la tablette, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des films qu'il peut montrer sur les défilés de mode. Il peut montrer comment des textiles sont fabriqués. Il y a beaucoup de films maintenant qui commencent à être Il a des fabriqués. stocks aussi, si vous posez en tel Il y magasin. a du vous avez stock, ça, c'est c'est important. exactement. Donc si la taille n'est pas là, je peux vérifier dans un autre magasin. Et par contre, et ça c'est un problème des marques de luxe ici, très très peu de maisons ont équipé leurs vendeurs aujourd'hui avec une tablette. Si c'est fait uniquement dans un flagship store, j'avais des cas où les vendeurs, que dans les flagship stores des maisons de luxe étaient équipés avec une tablette et pas dans les autres, les vendeurs me disaient mais on ne comprend pas. Là, au flagship, ils sont équipés. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas équipés? Ça veut dire qu'on est moins important qu'eux. Donc une vraie jalousie qui est créée dans les équipes avec cette hiérarchisation entre, il y en a un qui est privilégié côté technologie et l'autre non. Donc après, troisième étape, c'est le développement. Donc pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin dans l'évolution des équipes au niveau des ambassadeurs de marque. Et là, j'aime beaucoup ce dessin parce qu'il montre clairement que les vendeurs, c'est comme des jeunes pousses, hein, des petites plantes fragiles dans un environnement très concurrencé. Il faut les arroser régulièrement, il faut les chouchouter, il faut que les managers leur donnent un soutien régulier et ça passe beaucoup par la formation. Et pas uniquement des formations produits ou des formations sur la marque, mais des formations de plus en plus sur notamment des cultures, parce que l'acheteur dans le luxe, il est international, beaucoup de Chinois, beaucoup de Japonais, beaucoup de Russes, et les vendeurs me disaient, on n'est pas formés sur tout ça, on ne sait même pas comment leur parler quand ils arrivent dans une boutique, on ne sait pas comment identifier ce qu'ils veulent, on est un peu laissé à nous-mêmes, et ça ne suffit pas de connaître purement le produit et les nouvelles collections. Donc les types de formations doivent être beaucoup plus internationales et non seulement recruter, parce que ça il y a des maisons de luxe maintenant qui recrutent par exemple des Chinois pour qu'ils parlent parfaitement chinois, mais après ils ne parlent pas français. Et donc il y a un vrai problème aussi par rapport à la constellation des équipes et la formation, c'est clé sur tout ça. Voilà, donc pour finir, donc les 5 anneaux, vous les avez encore en tête? Oui. Ben oui. Reconnaissance. La reconnaissance, la confiance, passion. Non, passion, confiance, fierté, identification et reconnaissance. Bravo. Ah bah j'ai noté, hein. Ah bah quand même. Bravo. Voilà, donc si les maisons de luxe travaillent là-dessus et pas uniquement sur l'aspect monétaire qui est la base, qui est un peu le socle, ils ne vont pas se retrouver sur ce bateau-là. Le bateau, il va se ressembler autrement. Parce que je pense pour qu'une marque va perdurer dans le temps, va surtout être plus forte que son concurrent, dans un environnement extrêmement international aujourd'hui, c'est un bateau qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus dynamique, c'est plus un catamaran, où tout le monde surtout est au même niveau. Le manager, il va être là, essentiel, il va exactement savoir vers où aller, il indique la direction, il a une vraie vision, ça doit être quelqu'un de très charismatique, important. En revanche, son équipe, chacun à sa place, très précis, comme sur un voilier. Et même si c'est une tempête, s'il y a des vagues qui sont extrêmement fortes, on va avancer et c'est là ils vont gagner la compétition contre ceux qui sont aussi dans la regate avec eux. Et on sait tous que les plus belles victoires se gagnent jamais seules. C'est un esprit d'équipe, c'est jamais quelque chose que je fais uniquement moi-même. Comment former un vendeur, idéalement? Pour être devenir le vendeur. Ouais. Hein? Excellente question, parce que là aussi, il y a quelque chose qui était révélé. Et c'était dans, j'ai envie de dire, presque chaque interview, que ça soit côté manager ou côté vendeur, ils m'ont dit il n'y a pas assez de formation sur le retail et sur la vente.
quand on regarde un peu toutes les écoles déjà, en économie en France, hein, où on peut, déjà avant de recruter quelqu'un, il a beaucoup de formations en marketing, il a beaucoup de formations sur la communication, il a très très peu de choses sur la vente. Et il y a beaucoup qui m'ont dit, Michaela, montez une école de vente, montez une école de retail. Et après, donc, ce que certaines maisons ont fait, par exemple Chanel le fait très bien, ils ont monté une académie retail, et aucun vendeur est laissé sur le terrain s'il n'a pas été au moins pendant un mois formé dans cette académie sur les produits, les techniques de vente, les valeurs de la marque, etc. A pu aussi tester auprès d'autres vendeurs qui sont déjà dans la marque les jeux de rôle, beaucoup de jeux de rôle auprès du client, beaucoup de services évidemment, parce que dans le luxe on est dans le service. Et une fois qu'il le maîtrise, c'est là où il est lâche sur le terrain, mais au début aussi, comme un binôme, en fait, le mentoring, quelqu'un, un expérimenté qui les prend à la main pour les coacher. Après ça, c'est, je dirais, le cas idéal. Très rare. Très rare. Souvent, les vendeurs, ils sont, voilà, débrouille-toi, nage dans la piscine des requins, et si tu as un client qui est méchant, voilà, il faut que tu essayes de rester la tête sur l'eau. Et moi j'ai une question, parce que bon, quand vous avez fait beaucoup d'enquêtes, quels sont les critères d'embauche dans les marques de luxe? Aussi, très bonne question, parce que là aussi, il y a quelque chose assez hallucinant. Aujourd'hui, la majorité des maisons... je parle de luxe extrême, vous voyez. Oui. De 50 marques les plus luxueuses. Alors, la majorité, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est, ils testent la connaissance déjà sur la marque. Donc, ils testent combien ils savent, est-ce qu'ils étaient en boutique, et surtout, ils vont tester combien ils savent sur le luxe, sur, on va dire, compétences. Hein. Mais général, le luxe général? Oui, ils veulent tester quand même s'ils ont une fibre de luxe. Donc, si c'est quelqu'un qui a cette notion de service, qui a la notion du détail, parce que le luxe, c'est une notion de détail. S'il y a l'amour pour... et après, ça dépend en fait quelle branche, hein, si c'est le textile, si c'est les cosmétiques, si c'est les spiritueux. Parce que chaque domaine demande un peu ses compétences à part, mais c'est de l'expertise. Donc beaucoup de maisons, en fait, ils testent déjà le niveau de l'expertise dans leur segment, au lieu de tester ce qui est beaucoup plus important, c'est en fait la personnalité. Donc ils ne font pas du tout les tests, je dirais, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle peut exprimer, elle peut devenir qui? Parce que, comme je ne sais pas, je postule dans une boutique Chanel, ok, je vais savoir tout sur la marque, etc. Mais peut-être je n'ai pas d'autres compétences, à part savoir quelque chose sur la marque. Donc je suis une mauvaise vendeuse. Vous comprenez? Ça va les intimider. Donc, si quelqu'un n'a pas déjà pas mal d'expertise, notamment, en général, un vendeur, comment est-ce qu'il est recruté? Il est pris par la concurrence. Hein, l'exemple que j'ai montré au début. Donc, ce que la majorité des maisons cherchent, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé pour la même branche. D'accord, chez les concurrents. Chez les concurrents. Voilà. Oui. Et comme ça, ils sont rassurés que c'est quelqu'un qui est compétent dans leur domaine et dans leur branche. Et par contre, des études montrent que, notamment dans le luxe, le ratio entre compétence et personnalité, c'est 80% personnalité, 15% seulement compétence. Et dans le recrutement en réel, c'est juste l'inverse. 85% testent aujourd'hui la compétence et 15% c'est uniquement la personnalité. Et pourquoi est-ce que la personnalité est tellement importante? C'est parce que les clients, ils disent, moi je reste fidèle avec mon client, pas parce qu'il est compétent, parce que j'attends. Si je rentre dans une boutique Prada, j'attends que la boutique, le vendeur, il connaît Prada, c'est les collections, toute la marque, les valeurs. En revanche, si le vendeur, en plus de ça, est super sympa, s'il est vraiment attachant, c'est presque comme un ami, il va rester. Donc, c'est ces 85% qui sont rarement testés.
Et à chaque fois, quand je parle devant des dirigeants sur ces modes de recrutement, ils me disent oui, c'est vrai, mais on ne le fait pas assez, hein. C'est vrai. Donc ils l'avouent qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans la manière dans laquelle ils conçoivent les tests de recrutement et qu'est-ce qu'ils regardent en premier. Mais aujourd'hui, ils regardent les compétences. Est-ce qu'il y a des caractéristiques nationaux et surtout des particularités françaises? C'est-à-dire, est-ce que c'est une façon de manager spécialement français ou est-ce que c'est un peu pareil partout? Et par exemple, si vous voulez transposer un modèle de l'Amérique en Allemagne, il faut aussi faire avec les cultures différentes, non, des entreprises et puis des gens. Et puis j'ai encore une petite question parce que vous avez dit comme une équipe, non c'est l'autre qui a dit comme une équipe de rugby et vous mettez souvent le sport en avant, Oui. mais je veux dire dans une équipe de rugby ou de foot, le salaire c'est quand même approximativement le même. Alors que entre le vendeur, même s'il ne travaille qu'à 5% pour le salaire, et les autres gens qui travaillent là-dedans, c'est quand même des différences faramineuses, je pense. Oui, sachant qu'en fait ça, il accepte les différences en fait de salaire dans les niveaux parce que sur le terrain, c'est très clair qui reporte à qui. Là, il n'y a pas trop d'amalgame, c'est plus difficile quand les gens travaillent au siège, en marketing, où on ne sait pas souvent qui reporte à qui prend la place de qui, ou ce qu'il y a des overlaps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent finalement sur des domaines similaires. Donc là, il y a beaucoup plus de problèmes qu'au niveau de la vente, où on est assistant, ensuite on est vendeur tout court, après je deviens peut-être vendeur pour plusieurs segments, jusqu'à devenir le directeur adjoint, et ensuite je suis le directeur de la boutique. Donc les échelons sont très clairement définis. Donc il est évident aussi que celui qui manage, il a plus d'argent que quelqu'un qui a moins de personnes. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Pour répondre à tes questions sur les nationalités, il y a des différences de management, notamment avec la Chine. Je dirais là où il y a le plus de différences assez flagrantes parce que les Chinois, il faut beaucoup plus les driver par... il faut plus leur indiquer ce qu'il y a à faire. Donc il faut toujours dire, voilà, pas soyez créatifs, lâchez-vous et faites un peu comme vous imaginez, mais faites ça. Après ils font. Donc c'est un autre management beaucoup plus par, je ne veux pas dire dictature, non, mais par modèle, moins de liberté, parce que s'il y a liberté, beaucoup de managers ont constaté qu'il ne se passe rien après, par peur de mal faire. C'est-à-dire il faut qu'il exécute. Tu fais ça et tu fais ça. Voilà, ils exécutent. Voilà, donc c'est les exécuteurs tout simplement. Exactement. En France, par contre, un vendeur en France, qu'est-ce qu'ils apprécient? C'est quand il y a une certaine liberté. Ils disent si notre manager nous laisse une liberté, ça veut dire qu'il nous fait confiance. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus créatif. Il nous laisse, en fonction de notre personnalité, nous exprimer comment, par exemple, on voit une vitrine et comme ça on peut apporter notre petite patte à nous. En Chine, ça serait très très difficile à mettre en place. Oui, c'est très réactif parce que c'est quelque chose de récent pour eux. Exactement. Voilà. Voilà. C'est pas dans leur ADN. Ouais. Et ça, j'ai eu l'occasion d'interviewer le manager de Sephora en Chine, qui me disait en fait pour leur donner un peu cet appétit de oser, d'aller au-delà de leur caractère et de s'exprimer, elle leur donne des appareils photo jetables et dit baladez-vous dans la rue, même autour de midi, pendant la pause, prenez tout ce qui vous saute aux yeux, tout ce qui vous frappe, tout ce que vous trouvez créatif, prenez-les et échangez ça avec notre équipe pour stimuler un peu la créativité en dehors des normes chinoises qui sont très schématisées, très dictées. Donc c'est juste un exemple en fait que le management n'est pas forcément partout pareil. En fait, par contre, en Europe, c'est très similaire. En fait, tous ces problèmes-là que j'ai montrés, c'est très très similaire à travers les marchés. Et où est-ce que ça bloque alors si vous avez des managers français?
Où est-ce que, parce que là, c'est des belles recettes, mais où est-ce que ça bloque pour mettre après en place? Ça bloque, alors il y a beaucoup de choses qui bloquent. Ça bloque par la conscience, parce qu'on l'avait vu dans les interviews où ils pensent que tout se passe par l'argent. Enfin, non, c'est pas ça. Il y a très peu, en fait, un des problèmes déjà, quand on regarde dans les grands groupes, comment est-ce que quelqu'un devient un manager? Comment est-ce que quelqu'un arrive tout en haut? C'est des gens qui se sont fait leur place au fur et à mesure, ont grimpé les échelons. Je ne veux pas dire par les coudes, mais parfois quand même si. Parfois, quand même si. Ah bah oui. Il Et écrase les autres. je ne veux pas le renforcer, mais je pense que vous savez très bien ce que je veux dire. Ouais, oui. Donc voilà, c'est des sacrés caractères. Et l'aspect financier joue un rôle important. Souvent, c'est des gens aussi qui, financièrement parlant, sont très capables, hein, parce qu'au final, il faut qu'ils suivent, il faut qu'ils managent une entreprise. Mais ce ne sont pas des gens qui étaient formés sur les valeurs que j'ai montrées là. Ce ne sont pas des gens auxquels on a montré comment est-ce que je développe la confiance de mes équipes, comment est-ce que je développe la passion de mes équipes pour les produits, comment est-ce que je vais faire de sorte à ce que je leur apporte beaucoup plus de reconnaissance. Et la conséquence, c'est que, je ne vais pas citer les noms, mais j'en ai plein à très très haut niveau, où les vendeurs me disaient mais c'est flagrant, ils viennent jamais. Ils viennent jamais, et s'ils viennent, ils ne vont pas venir voir nous, mais ils vont voir par exemple le patron de l'enseigne, par exemple si je prends le printemps comme un exemple, ou Galeries Lafayette, enfin les grands magasins, ils passent, donc on les voit, nos patrons, mais vous croyez qu'ils s'arrêtent chez nous, ils passent directement au top management. Des exceptions, comme vous avez dit. Perrin, Carcel. Voilà. Carcel était une Voilà. exception, Voilà. bien qu'il soit une arc et polytechnicien. Voilà. Oui, Donc il y a des exceptions. Il y a des exceptions, il y a des et ça exceptions, se sait oui. après. Oui. Même les managers entre eux jugent sur d'autres managers qui est comme ça et qui n'est pas comme ça. Ils les classifient en technocrates et en vrais retailers. Ils disent les technocrates, ce sont ceux qui vont jamais voir le terrain. C'est pas eux qui managent des bateaux comme il faut, c'est le paquebot là. Et il y a un autre critère aussi où ça cloche beaucoup, je trouve, au management d'aujourd'hui, c'est dans le courage de prendre des risques. Ah oui, ça c'est sûr. C'est en fait, c'est flagrant. Plus haut niveau. Ils essayent de se cacher un tout petit peu dans leur cage dorée pour bien gagner leur salaire et pour surtout ne pas faire d'erreur. Au lieu, surtout dans les temps qu'on a aujourd'hui, c'est quand même des temps économiquement durs. Il y a de plus en plus de concurrence par des marques, par exemple la Chine. En Chine, il y a énormément de marques de luxe qui sont en train d'être créées, qui vont venir en France dans les 1 an, 2 ans, 3 ans à venir. Ça va être une Ils sont créés avec l'aide des Italiens beaucoup, Exactement. ou des Anglais, ou des Français ou aussi. Français, ou des Allemands. Exactement. Oui, mais c'est les marques chinoises. Pas pareil. C'est Pas des marques pareil. chinoises Oui, qui oui. vont venir ici. Donc ils vont stimuler la concurrence des marques établies françaises, d'un Louis Vuitton, d'un Cartier, enfin des vraies marques de luxe françaises, vont rencontrer dans les 3 ans à venir, et je ne vais même pas au-delà de ça, une concurrence rude, mais rudissime, de la part des marques chinoises qui sont conçues avec les plus grands talents du luxe français, italien, allemand, enfin chacun dans son domaine, les Italiens plus de la mode, les Français dans tout ce qui est la cosmétique, et les Allemands beaucoup tout ce qui est les voitures, parce qu'ils sont malins, ils savent comment prendre. Oui, ils sont très malins. Mais est-ce que vous pensez, parce que les marques de luxe, quand même, il y a aussi les savoir-faire, certains savoir-faire. Donc il faut avoir une confiance. Oui. Est-ce que vous pensez qu'une cliente qui a beaucoup d'argent, un client qui a beaucoup d'argent, il va donner une confiance à une marque qui vient de Chine par rapport à une marque bien établie européenne? Ouais. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre non plus. Voilà, donc c'est ça, c'est la unique. Voilà, et c'est là, je pense, où le luxe européen a une chance de survivre. Ah ben, il aura une chance de survie. Pas le made in, parce que le made in aujourd'hui, Made en in tout ne cas, marche pas. voilà, le made in, quand on demande à un Chinois, est-ce que vous êtes prêt à acheter le made in China? Ils disent non. On veut acheter le made in France, parce que c'est Made in valeur. Italie ou Et voilà.
En revanche, il y a beaucoup de marques de luxe françaises qui commencent à exporter et produire en Chine pour réduire les coûts, à transposer toute leur... prenons l'exemple de Prada. Ils ont monté en fait la même structure, design, création, production en Chine pour réduire les coûts. Et à partir du moment où je fais, je n'ai plus le pourcentage en tête, où je dépasse un certain pourcentage, je suis obligée de mettre Made in China et plus Made in France. Et déjà, plusieurs marques de luxe aujourd'hui françaises, Ça, on à sait, cause de oui. ça, sont obligées De mettre Par- de mettre Made in China. Absolument. Conséquence, c'est que les Chinois aujourd'hui, ils vérifient clairement, même une marque, par exemple Gucci aussi a rencontré ces problèmes-là, ils vérifient, est-ce que ce produit-là, est-ce que ce sac à main Gucci, même s'il est acheté dans une boutique, mais je l'achète en Chine, est-ce que c'est un Made in China ou est-ce que c'est un Made in France? Et c'est une des raisons pour lesquelles ils préfèrent acheter plutôt en Europe pour être sûr que c'est un Made in France. Et pourtant, c'est un vrai, c'est pas une copie. Donc c'est là où les marques de luxe françaises doivent être extrêmement, ou italiennes, ils doivent être extrêmement vigilants de maintenir ce savoir-faire, cette culture de la production du craftsmanship, hein, c'est ici, et pas l'exporter ailleurs pour réduire les coûts, le main-d'œuvre, etc. Et je vois les tendances qui sont vraiment à l'opposé de ça. Mais il y a déjà une petite partie qui s'est fait comme ça, que bon, il y a les marques de luxe, ils produisent une petite partie, et justement même en Asie. Mais attention, jusqu'à certaines limites, c'est répatrié en Europe pour refaire les choses pour que ce soit sur étiquette Made in Assemblé, France. oui, ça, oui, Mais pas d'accord. seulement assemblé, parce qu'il y a un peu plus qu'assemblage. Oui. Justement pour avoir cette confiance, pour avoir cette confiance d'une marque française, italienne. Oui. Mais ça existe depuis des années. Parce que bon, pour réduire les coûts. Mais je ne suis pas sûre, est-ce que vraiment les marques Made in China, la cliente qui a beaucoup d'argent n'achètera pas. Alors, moi je pense, enfin, après on va voir, hein, parce que là c'est musique de demain. Oui, c'est la musique de demain. Mais oui. à mon avis, ce que aujourd'hui, ce que les marques chinoises déjà ont cherché, c'est intégrer le mot Paris, par exemple, dans leur nom. Parce que le mot Paris, déjà, ça montre que je suis luxe française. Oui, mais c'est les marques chinoises. Les marques chinoises, Voilà, mais ça ne Maintenant- fonctionne pas parce que c'est un peu... Non, mais ils le font. Ça, ce qui est pratique Oui, on a aujourd'hui. vu ça. Après, deuxième étape, ce sont encore des styles ou des designs qui sont trop asiatiques pour le goût européen. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent maintenant des talents pour retravailler ça. Hein. Et vous imaginez pas combien de fois je suis sollicitée sur LinkedIn par une société chinoise qui me demande: Michaela, vous êtes une experte dans le luxe, vous avez développé beaucoup sur les marques, la création de la marque, vous ne pouvez pas nous aider à européaniser le design pour qu'on puisse après exporter notre marque en France. Et qui sait s'ils ne vont pas trouver, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont énormément de cash, et ils ont suffisamment de cash pour aussi se payer peut-être des ateliers en France pour fabriquer justement les produits qu'ils ont conçus là-bas, fabriquer justement la finalité ici pour pouvoir mettre ensuite Made in France dessus. Je n'exclus pas que ça arrivera. Parce qu'ils ont suffisamment de... Il est probable, oui. Voilà. En fait, c'est l'argent qui manque aujourd'hui aux entreprises françaises, c'est pour ça qu'ils exportent. C'est l'argent que les entreprises chinoises, ils l'ont. Ils vont le faire dans le sens inverse pour pouvoir mettre ce Made in dessus parce que tout le monde sait que c'est essentiel. Mais on dirait que le luxe n'a jamais si bien marché que maintenant. Plus il y a la crise, plus le luxe marche. Alors, c'est vrai que... Oui. C'est vrai que le luxe a étonnamment bien marché pendant Et ça marche, 2008-2009. C'est vraiment l'entreprise ou l'industrie qui a le mieux subi tous ces bouleversements. En revanche, ce qu'on constate quand même, qu'il y a une baisse dans la consommation en France, en Allemagne, un peu partout, déjà de la population locale. Donc quand on regarde qui achète, pourquoi est-ce que le luxe aujourd'hui marche très bien? C'est parce qu'il y a énormément de Chinois ou de Russes ou de Japonais achètent ici. Encore par cet engouement, je veux avoir du vrai, je vais vivre ces valeurs
française ou italienne, occidentale. Donc c'est ce rêve. C'est pour ça que ça marche quand on regarde qui achète aujourd'hui. Et je pense, et ça aussi c'est très intéressant de voir sous quelles conditions est-ce que les Chinois, par exemple, vont continuer à acheter ici. À partir du moment où les Européens, les Occidentaux n'achètent plus le luxe ici, parce qu'ils prennent beaucoup un peu les Occidentaux aussi comme un exemple, comme un peu un modèle aussi d'où vient le luxe. Je pense à partir du moment où les Européens n'achèteront plus le luxe, je ne suis pas certaine que ça donnerait envie aussi aux Chinois de continuer à acheter le luxe ici. Donc je pense que c'est important que les maisons de luxe arrivent à garder aussi le consommateur européen fidèle à la consommation, leur donne aussi envie de consommer du luxe, comme ils l'ont fait dans le passé, mais aujourd'hui il y a une chute dramatique du consommateur occidental dans ses propres pays en fait. Mais donc, oui, mais vu les prix, les consommateurs européens, il a beaucoup moins d'argent qu'un consommateur chinois, japonais, ou russe, ou encore des Amérique du Sud, les Brésiliens et tout ça. Donc, ça... Les Américains. Les Américains aussi, les États-Unis, les Canadiens, ils ont... Ouais. Alors, moi je pense qu'il y a plusieurs leviers pour compenser ça. Il y a une chose que j'ai constatée, c'est que les Européens, quand on les interroge sur la consommation dans le luxe, là il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences entre les différents pays. Par exemple, un Allemand achète le luxe différemment qu'un Français. Là, on pourrait rentrer encore dans un autre débat très intéressant, mais c'est très à l'opposé. Très à l'opposé, à ce point-là que les Allemands, ils n'aiment pas du tout utiliser le mot luxe. Et qu'est-ce qu'il aime utiliser? Qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est la meilleure qualité. D'accord. Et en fait, le dernier Luxury Summit qui était utilisé et qui était organisé à Berlin en 2013, il était appelé le Summit de l'excellence, mais pas du luxe. D'accord. Quand vous regardez l'association qui a été créée en 2011-2012, l'équivalent du comité Colbert, qui existe depuis 1954, qui rassemble quand même toute l'industrie du luxe en France. C'est le rapport, les Anglais, le rapport. Voilà. Oui. Et en Allemagne, c'est le Meisterkreis. C'est le Meisterkreis, c'est l'équivalent du comité Colbert, qui a été créé donc, il y a 2-3 ans. Donc on voit à quel point c'est jeune, toutes ces réflexions-là. Et quand vous regardez sur leur site internet, comment ils se représentent, à aucun moment, ils utilisent le mot luxe. Parce qu'ils disent, pour nous, le luxe c'est superficiel, c'est arrogant. Le luxe c'est la meilleure qualité, tout simplement. Donc tout revient à ce savoir-faire, ce que vous dites, en fait, cette fabrication, mais jamais associé avec le mot luxe, qui, ici en France, est tout à fait normal. Tous les programmes d'éducation, j'enseigne dans plein de programmes différents de luxe, à Paris, en France, que ce soit à Monaco, ou ici à l'ESSEC, ou à l'IFM, enfin, il y a plein d'endroits. Toujours c'est luxury management de luxe, sans aucun problème. On en parle avec facilité. En Allemagne, quand j'assiste à des congrès sur le luxe, Qualité, l'excellence, perfection. Autour. Mais disons, dans l'esprit des gens, quand vous les voyez vous enseigner, est-ce que luxe, il est vraiment égal, excellence, la qualité? Si c'est dans la tête de qui? Du client ou... C'est-à-dire, et globalement, des personnes. Des personnes, j'ai dit clients, les gens. Il associe luxe avec égal excellence et quelque chose, le meilleur des meilleurs. Est-ce que c'est vrai ou non? Alors, en Allemagne, si. Parce oui, que mais en Allemagne, je leur définition. Après, en France, la première chose, je dirais, qui vient, c'est pas forcément la qualité ou l'excellence, c'est d'abord le rêve. D'accord. Qui rêve n'est pas forcément qualité ou excellence.
D'accord. Et en fait, c'est pour ça que la manière dans laquelle on construit ou sont construites d'ailleurs des maisons de luxe en France, c'est très différent des maisons de luxe en Allemagne. D'accord. Je trouve en Allemagne, quand on regarde les maisons de luxe, notamment dans l'automobile, il manque un peu cette part de rêve, hein, cette fantaisie, cette créativité. Tandis qu'en France, tout est accentué sur comment je crée, j'augmente la valeur d'une atmosphère. On crée une atmosphère. Pour créer cette Donc on atmosphère. crée quelque chose. Création d'un besoin qui n'est pas forcément excellence. On crée un besoin. Non, je crée du rêve. Je crée un désir. Je crée quelque chose que je ne peux pas attraper comme ça. C'est comme c'est comme plein d'étoiles en fait au ciel que j'ai envie d'avoir. C'est un peu difficile quand même de les attraper parce qu'ils sont un peu loin et c'est difficile de l'avoir pour des raisons de prix, pour des raisons de disponibilité parce que c'est souvent aussi une rareté hein, quand on parle du luxe ultime. Donc et après, en France, on utilise beaucoup le storytelling. Hein. On raconte énormément d'histoires. Et les marques de luxe, aujourd'hui, je dirais, c'est vraiment quelque chose depuis aussi le digital est rentré dans les mœurs des maisons de luxe. Tout le monde commence à se dire comment est-ce que ça a commencé, quelle est la vraie histoire que je peux raconter sur mon origine, sur mon créateur, et formuler avec les plus belles mots pour justement créer ce rêve. En Allemagne, j'ai pas ça. C'est vraiment l'historique. Tac, 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 comment ça a commencé, très factuel. C'est pour ça que Hermès a tant de succès, parce que vous voyez les ateliers, vous voyez les finitions, vous voyez ça. Tandis que tout ce qui est Louis Vuitton, tout ça, c'est industriel. Hein. C'est un peu partout en Europe. Et... Oui. C'est une énorme difficulté en fait, la transition entre le créateur, quand le créateur n'est plus là. Oui. Donc cette flamme initiale n'est plus là et est prise ensuite par quelqu'un d'autre. Et en ce moment, j'ai beaucoup travaillé dernièrement pour Yves Saint Laurent on va voir comment ça va se passer parce que Yves Saint Laurent maintenant a changé complètement ses valeurs avec le nouveau créateur qui ça n'a rien à voir avec l'origine de ce que Yves Saint Laurent avait conçu à la base. Et maintenant, c'est beaucoup plus rock, c'est beaucoup plus agressif, hein, c'est beaucoup moins classe hein, dans le sens du luxe. Et j'ai été missionnée en fait, pour vous montrer à quel point les gens sont prêts à la question de ce que je fais. J'ai été missionnée pour aider à accompagner cette maison dans la transition pour les vendeurs, pour reformuler par exemple les rituels de vente. Maintenant, avec le nouveau rock style, on l'appelle vraiment comme ça. Au lancement de mon livre en avril, il y avait plusieurs vendeurs de et c'est très marque qui a créé ce rêve et vraiment une aura exceptionnelle. Ils m'ont apporté des petites fleurs. Ils m'ont apporté des fleurs, notamment des vendeurs de vétos qui m'ont dit c'est tellement énorme que vous faites de nous, vendeurs, des ambassadeurs de marque. Parce que vous arrivez avec ça. Maintenant, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a un vrai statut, qui est vraiment pris au sérieux. Et en fait, nous, si vous saviez comment vous les traitez, nous, même pour une des marques comme les Pétos, on n'est pas du tout bien. Votre livre, maintenant, il va réveiller des consciences parce qu'ils vont se réfléchir. Voilà, c'est ça que je voulais vous poser comme question. À la sortie de votre livre. Oui. Ce qui était impressionnant, c'est que les vendeurs à cette conférence de presse, parce que là je l'ai vu avec mes propres yeux, sont partis parfois avec 10 exemplaires, 15 exemplaires pour tout leur comité de direction. Parce qu'ils ont dit, nous, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de les critiquer. Par contre, maintenant c'est dans un livre, donc on va leur offrir le livre et c'est pour nous un énorme espoir que peut-être ça va les faire cogiter et ça va les faire réfléchir. Et donc ça m'a beaucoup touchée hein, parce que je me suis dit, bon, comme ça tu as fait quelque chose d'utile qui va peut-être bouleverser quand même toute une industrie sur un sujet qui était tabou
jusqu'à maintenant parce que les vendeurs ils osent pas, sinon ils sont virés tout de Sur suite. des êtres humains aussi qui sont Ouais. pas trop Mais c'est... mis en valeur. Oui. Ouais. Mais En c'est revanche, valable à pour mon toutes avis- les marques quand même, parce que vous parlez des répétos, c'est quand même valable pour toutes les Ah, marques. mais c'était juste un exemple. C'était Voilà, juste parce un que exemple. ça, c'est... Ils sont tous concernés. Parce que bon, Tous. tout- En dans revanche, toutes les ce que maisons, je les pense- vendeurs, ils ne sont pas vraiment considérés. Ouais.